Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 9 mars 2022, ici Danick Julien, et voici votre bulletin d'information communautaire Info, c'est JSR. La table de concertation des aînés de Portneuf reçoit 45 000 $ pour la conception d'ateliers culinaires pour les aînés et proches aidants. On reçoit en studio Maxime Naud-Denis de la microbrasserie de Saint-Casimir pour parler de la commission brassicole. Le Métal Perrault de Donnacona a remporté ses 2 premiers matchs de série, les opposants au Loup de la Tuque. On parle du métier de sage-femme dans la région de Portneuf avec Mme Sylvie Saunier. Et finalement, une rencontre de gens intéressés par la biomasse a lieu à Saint-Marc-des-Carrières ce matin. Aubert et Anne-Sophie étaient sur place. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Les nouveaux ateliers culinaires organisés par la table de concertation des aînés de Portneuf vont de l'avant cette année, alors que le député de Portneuf, Vincent Caron, a annoncé une aide financière de 45 000 $. De nombreux intervenants étaient présents vendredi dernier lors de la conférence de presse qui expliquait le projet. En effet, le chef Pierre et sa conjointe Jocelyne vont donner aux aînés et aux proches aidants de la région des ateliers culinaires partout dans la région pour se promenant d'une ville à l'autre. Ces activités ont pour but d'offrir un temps plaisant pour les participants. L'une des intervenantes qui collabore au projet, Sylvie Germain, mentionne pourquoi la table de sécurité alimentaire de Portneuf s'est liée au projet. De s'associer au développement d'ateliers culinaires mobiles pour briser l'isolement social et redonner le goût de cuisiner aux proches aidants et aux aînés. L'idée de tenir de telles activités culinaires découle d'une mobilisation citoyenne, de consultation citoyenne qui s'est déroulée à l'été 2021 par le biais de sondages et de pique-niques citoyens qui ont été organisés conjointement par nos 3 organismes. Puis, durant là, ces consultations citoyennes-là, il y a de nombreux participants qui avaient indiqué avoir de la difficulté à trouver le goût de cuisiner et même de manger parce que maintenant, soit qu'ils étaient tout seuls ou il manquait de temps là, en raison de leur obligation pour s'occuper de l'aider. Puis, il avait également exprimé le désir de se rassembler, de se réunir autour des chaudrons, puis des culs de poule, puis des plats pour les aider à préparer des repas pour eux et les personnes, leurs proches. Pour l'Association des proches aidants de la capitale nationale, secteur Portneuf, ces ateliers sont bénéfiques autant pour les proches aidants que pour les personnes aidées. Voici Nicole Vézina à ce sujet. Disait aussi, c'est que les personnes pour qui ils prenaient soin, souvent même ces gens-là avaient hâte de les voir revenir après les ateliers culinaires pour goûter aux nouvelles recettes. Et ça, ils trouvaient ça bien agréable de voir que les autres étaient en attente pour déguster par la suite les plats qui étaient préparés.
Je veux remercier naturellement Pierre et Jocelyne, qui sont une équipe très dynamique et que les gens ont beaucoup de plaisir avec eux à ce niveau-là. Ayant été testé l'an passé, le projet a tout de même connu quelques problématiques pour son financement auprès du gouvernement provincial. En effet, avant de recevoir cette aide de 45 000 $ de la part du programme d'action Aînés du Québec, des péripéties de gestion sont survenues. Voici les propos du député Vincent Caron qui explique le sujet. Le projet qui nous rassemble aujourd'hui a vécu quelques péripéties. Je peux vous assurer que vous savez que mon bureau est toujours en contact avec Jacinthe. Et puis quand un jour Jacinthe a appelé au bureau en disant « Écoute, Joël, notre dossier n'est pas accepté, on ne pourra pas continuer. » Et donc Joël essaye de savoir pourquoi. Et Jacinthe dit « Écoute, il y avait une date limite pour déposer le dossier. J'ai déposé le dossier dans les délais qui étaient impartis. Sauf qu'après avoir déposé le dossier, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre une pièce jointe. » Donc elle dit « Toujours dans les délais impartis, j'ai resoumis le dossier et j'ai dit à la personne qui était supposée le réceptionner, ne vous occupez pas du premier courriel, prenez en considération le deuxième. » Et il se trouve que quelques mois plus tard, quelqu'un appelle Jacinthe en disant « C'est bien dommage, votre projet n'est pas accepté. Puis si j'avais pris le deuxième courriel en considération, il serait accepté. Mais comme notre règlement indique qu'il faut prendre le premier courriel, vous n'aurez pas de soutien financier. » Ça n'a vraiment pas fait mon affaire. Le député a donc expliqué avoir communiqué avec le ministère pour que le projet soit réévalué. Pour la principale intéressée, Jacinthe Drolet, la coordonnatrice de la table de concertation des aînés, une raison administrative de ce genre ne devait pas avoir d'impact sur les aînés et elle remercie Vincent Caron. J'ai dit, moi, en bout de ligne, c'est les prochains aidants et les aînés qui écopent. Pour une question administrative, ça ne marchait pas. Fait que merci grandement pour l'écoute, pour votre ténacité, les démarches que vous avez faites, puis oups, on a réussi à avoir un appel, avoir des excuses. Effectivement, j'ai eu un appel un vendredi matin à 8 h d'un cadre au ministère et qui m'a fait totalement ses excuses concernant toute la logistique et tout ça. Fait que pour moi, ça a été très apprécié. Pour les proches aidants et aînés qui voudraient participer à ces ateliers culinaires, il est possible de contacter Jacinthe Drolet à la table de concertation des aînés de Portneuf. Comme vous le savez sans doute, la ville de Saint-Uribe va accueillir une exposition de riz au pelle cet été. Dans cette exposition, la ville de Saint-Uribe s'associe également à l'espace culturel du quartier Saint-Nicolas pour lancer un appel de dossier afin de mettre en place un projet de mentorat avec les jeunes de 12 à 17 ans. Le projet va permettre aux adolescents sélectionnés de profiter de mentorat professionnel concernant la création de murales. La création de murales est donc encadrée par Audrey Demers-Roberge, artiste professionnelle originaire de Lévis. 2 journées de création sont prévues, soit les 29 et 30 juillet prochains. Les jeunes peuvent s'inscrire au plus tard le 3 avril prochain sur le site web de Village en Art. Maintenant, comme l'année passée, Saint-Casimir, il va y avoir une commission brassicole qui change d'ailleurs de nom pour la commission B 2023. Ce sera le festival, l'occasion, ce sera pour l'occasion de ce festival de voir une vingtaine de brasseries qui vont se rejoindre sur place. Comme par le passé, des groupes musicaux vont être présents et cette année, il y aura par exemple Bleu Jeans Bleu. Plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec Maxime de la microbrasserie des Grands Bois qui organise l'événement afin d'en apprendre plus sur la programmation. Voici cette entrevue. Bonjour Maxime. Bonjour Danick. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler principalement de la commission B qui, avant, on la connaissait sur le nom de commission brassicole. C'est quoi la commission B exactement? Oui, dans le fond, la commission B, c'est la suite de la commission brassicole, c'est un festival. Dans le fond, la commission brassicole, à la base, c'est un festival de bière et musique qui est né il y a 8 ans à Saint-Casimir. Puis, là, depuis la pandémie, on a pris 2 années de pause durant la pandémie. Quand on est revenu l'année dernière, ça s'appelait toujours la commission brassicole, mais on avait vraiment fait un tournant majeur sur la musique. C'est-à-dire qu'on avait des groupes comme les Louanges qui sont venus chez nous. Fait que c'est ça, on avait plein de têtes d'affiches. Puis,
On voulait vraiment s'assumer comme identité de festival en tant que festival musical, mais avec une super option bière, parce qu'évidemment, il y a des microbrasseries qui sont là. Fait que c'est ça, on a décidé d'opérer un changement de nom, changement d'identité, image de marque cette année pour s'inscrire comme un des cool festivals de musique au Québec. C'est un festival qui est organisé par les Grands Bois Arts et Spectacles. Ouais. Et là, vous dites, il y a de la bière. Est-ce que c'est seulement de la bière de la microbrasserie des Grands Bois? Non, c'est ça. Dans le fond, comment le festival va se dérouler, c'est que c'est sur 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche, du 16 au 18 juin. Dans le fond, le vendredi, on a principalement des groupes de musique qui font l'animation sur le site, si on veut. Fait que c'est sur la scène principale. Ça va être Kid Kuna, Les Deux Luxe, Québec Redneck Bluegrass Project, qui est un des très gros groupes de l'heure en ce moment au Québec. La bière va être servie par la microbrasserie Les Grands Bois ce soir-là exclusivement. Puis, il va y avoir des producteurs agroalimentaires là, pour nourrir l'appétit des festivaliers. On attend environ 2500 à 3000 festivaliers là, pour cette soirée-là. Le samedi, c'est notre journée plus familiale, donc avec Bleu Jeans Bleu comme tête d'affiche. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation non plus. C'est un groupe assez connu en ce moment au Québec. Donc, le vendredi, ça commence à 5 h, ça finit aux alentours de minuit et demi, 1 h du matin. Puis le samedi, ça c'est vraiment dans la journée, donc ça commence à 1 h de l'après-midi jusqu'à peu près 11 h minuit. Puis ben, c'est ça, on va voir la scène principale, on va voir défiler des groupes de musique, mais il va y avoir aussi de l'animation familiale pour les familles. Donc, il va y avoir par exemple des clowns, il va y avoir des circassiens qui vont se promener sur des vélos, des échasses. Il va y avoir des espaces familiales. Dans le fond, on a un espace au Café Ringo qui est une espèce d'espace détente pour les tout-petits, fait que les familles qui des fois auraient besoin d'un répit durant le festival. Tout le théâtre des Grands Bois, donc notre salle intérieure, elle va être dédiée à la programmation familiale. En parallèle de ça, il va y avoir 20 microbrasseries, une distillerie, une cidrerie qui vont être sur place. On a des microbrasseries partout au Québec qui vont être présentes sur le site le samedi. Donc voilà, ça va être bien cool, une journée de bière familiale et de musique. Et il y a aussi le dimanche, il y a la programmation dimanche aussi. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, le dimanche, nous, on commence à ramasser le site principal du festival, puis toute l'animation se transporte à l'église de Saint-Casimir. Saint-Casimir est doté d'une très grande église là, qui a une capacité de 1000 à 1500 personnes. Puis, dans le fond, on voulait exploiter ce lieu-là qui n'est pas souvent rempli, puis qui est magnifique. Donc, on fait venir une chorale gospel cette année. Donc, il va y avoir 40 choristes accompagnés de quelques solistes, puis un chef de chœur expérimenté. Puis, ça va être précédé d'un concert de musique classique. Donc, ça va être un petit dimanche tout en tranquillité. Puis, on va probablement avoir du yoga aussi le matin même. Puis, il va y avoir la petite brûlerie qui va servir des cafés sur le parvis d'église. Fait que, on veut vraiment que ce soit une journée de transition vers le calme là, après 2 jours de festivités, se reposer, mais tout en musique encore. Vous avez parlé du site principal. Il est où exactement, ce site-là? Dans le fond, c'est tout autour de la microbrasserie des Grands Bois qui est située au cœur du village de Saint-Casimir. On a plusieurs scènes. La scène principale est à côté de la microbrasserie dans le stationnement. On ferme toutes les rues. Fait que, même les gens qui viennent avec leurs enfants, les familles, ils ne seront pas dérangés par les véhicules. Là, tout est sécuritaire. Tout le cœur du village est dédié au festival. On a une scène qui est dans le parc, sur le bord de la rivière. Ça va être proche des kiosques agroalimentaires aussi. Fait que, on a créé un parc là, avec les années en bordure de la rivière Sainte-Anne. Fait que les gens vont pouvoir se reposer là, ils vont pouvoir manger, profiter du soleil parce qu'il va faire beau. Puis, on a un terrain aussi boisé là, un peu plus vers l'arrière du site du festival. Tout ça, c'est organisé par les Grands Bois Arts et Spectacles. C'est quoi ça exactement? Oui, dans le fond, les Grands Bois Arts et Spectacles, c'est un OBNL qui a été fondé à la base par les fondateurs de la microbrasserie des Grands Bois, maintenant qui nous dépasse. Là, il y a plusieurs personnes qui s'impliquent soit au sein du CA ou qui sont employés dans cet organisme-là. Puis cet organisme-là, dans le fond, il gère la commission B, donc un festival de musique en juin. Il gère les Vendredis Saints. Ça, c'est un marché public qu'on a mis sur pied durant la pandémie, quand on ne pouvait pas faire le festival dans son format, disons, grandiose, oui, parce qu'on avait plein de contraintes. Donc, tous les vendredis de l'été, on accueille des artistes comme Ariane Roy. On a vraiment, l'été passé, par exemple, on a eu Lou Adrienne Cassidy. Tous les vendredis, il y a des producteurs agroalimentaires qui viennent vendre leurs légumes, leurs viandes. Ils cuisinent des repas qui sont du prêt-à-manger. Donc, les gens peuvent amener leur pique-nique ou acheter directement au producteur pour manger sur place, prendre une bière des Grands Bois,
profiter d'un spectacle gratuit. Fait qu'on veut vraiment que ce soit comme une espèce de 5 à 7 là, convivial où les gens viennent terminer leur semaine. Puis, donc, ça, c'est du 8 juillet au 15 septembre. Les Vendredis Saints, vous avez commencé ça pendant la pandémie de la COVID-19, mais là, vous poursuivez quand même. Oui, on poursuit ça, là, puis ça marche super bien. Là, on a 300, 400, 500 personnes qui viennent à tous les vendredis. C'est ultra convivial. Des fois, on a de l'animation pour les enfants aussi. On peut avoir du théâtre, on a eu de la danse. Fait que, tu sais, on présente toute forme d'art, puis des fois des spectacles aussi qui ne feraient pas nécessairement un bon résultat en billetterie. Donc, au Théâtre Les Grands Bois, ben on en profite pour présenter ça aux gens. Fait que ça leur permet de voir des propositions un petit peu plus osées des fois. Et le Théâtre des Grands Bois, parlons-en, parce qu'il y a encore de la programmation. Là, la commission, c'est du 16 au 18 juin, mais d'ici là, il y a des spectacles qui se donnent là-bas. Oui, c'est ça. Dans le fond, le Théâtre des Grands Bois a une programmation d'automne, d'hiver, printemps. Fait que vraiment de septembre jusqu'à mai, juin, c'est la programmation, c'est là qu'elle se tient principalement. On accueille des groupes d'envergure. Là, tu vois, on a l'Orchestre de Morquès en fin de semaine qui font leur spectacle. L'Orchestre de Morquès joue à Tom Waits. Ça fait plus de 20 ans, je pense, qu'ils roulent ce spectacle-là. On a Gros Méné qui s'en vient, Bon Enfant. En humour, on a Joe Cormier avec son spectacle Animal. Fait que c'est ça. Au printemps prochain, on a Lisa Leblanc, Basia Boulat. On a plein de gros noms. Ça va être super. Fait que pour suivre tous les détails, là, page Facebook, Instagram. Sinon, dans les journaux, on est souvent affiché. Mais je vous dirais que sur Facebook, c'est vraiment là. Ou sinon, ben, on a un site web www.lesgrandsbois.com. Sur ce site-là, il y a une section événements. Puis là-dessus, ben, ça rassemble l'ensemble des activités. Puis pour la commission B, il y a un site spécifique qui est lacommission.ca. Puis là-dessus, il y a toutes les informations. Il y a un camping gratuit au village. Fait que, si vous vous déplacez pour la fin de semaine, vous pouvez acheter un passeport, ça vous coûte 55 $. Vous avez accès aux 3 jours. Le camping est gratuit. Toute la nourriture est servie par des kiosques Portnevoix. C'est un bon deal. C'est cool. Et c'est là qu'on peut se procurer les billets. C'est en vente depuis le 1er mars dernier. Fait que dépêchez-vous. Je pense qu'avec des gros noms comme Québec Redneck, Blue Jeans Bleu, ça va s'envoler et ça s'envole déjà très vite. Et une petite question que je ne vous ai pas posée en commençant, Maxime, mais la commission B, commission brassicole, qu'est-ce qui a fait le changement de nom? Vous nous l'avez dit un petit peu tantôt. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est parce que, tu sais, brassicole, on trouvait que ça pouvait être un peu rébarbatif. Enfin, ça pourrait rebuter un petit peu les familles parce qu'on veut vraiment que l'événement soit un événement familial. Puis évidemment, il y en a qui se disent, bon, ben, c'est un festival brassicole, étant donné qu'il y a ça dans le nom, ben, on n'amènera pas nécessairement nos enfants là-bas, il y a de l'alcool. Mais tu sais, non, même le vendredi pour la soirée de spectacle tout public, tu sais, les enfants sont les bienvenus, c'est peut-être plus adolescent étant donné que c'est de 5 h jusqu'à 11 h. Mais tu sais, c'est vraiment un festival qui se veut pour toute la famille. Je veux dire, il y a des gens qui font la fête, il y a des gens qui font pas la fête. On a un bar à drink sans alcool. On va en avoir pour tous les goûts. Donc, rappelez-nous en terminant la date de ce festival-là. C'est le 16, 17, 18 juin 2023. Eh bien, Maxime Naud-Denis, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de la commission B. Merci, Danick. Après la pause, on parle de l'usine Alcoa de Deschambault, alors que Charles Laviolette était sur place ce matin. Hey, j'ai trouvé ça à SAQ. Cidre de pomme fait par des bleuets. Ça, c'est Keb, là. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement cultivés ici, d'origine Québec. SAQ, le goût de partager. Qu'est-ce que t'as fait à l'école aujourd'hui? Moi, j'ai fait beaucoup d'observations. Moi, j'ai fait aimer les maths, je pense. Moi, j'ai fait ma fameuse lasagne. Merci. Avec du rutabaga. Moi, j'ai fait du bien. Aujourd'hui, j'ai fait la découverte d'un futur mécanicien. Nathan, ta journée? C'était bien, pour vrai. Effectivement, ce matin, à l'usine Alcoa de Deschambault, Grondines, avait lieu un événement pour souligner la Journée internationale des femmes. En effet, un secteur de l'usine a été opéré uniquement par des femmes. Charles Laviolette était sur place. Voici son reportage.
En ce jeudi 9 mars, on souligne la Journée internationale du droit des femmes à l'usine Alcoa de Deschambault. L'aluminerie continue ses efforts pour offrir un milieu de travail inclusif et accessible. Alcoa emploie 17% de femmes et souhaite atteindre 25% d'ici 2030. Le temps d'une journée, un des 2 halls du secteur de l'électrolyse d'Alcoa a été opéré uniquement par des opératrices qui ont offert l'opportunité à des femmes des autres secteurs de l'usine de les suivre dans leurs opérations quotidiennes. Ensemble, elles ont profité de l'occasion pour amasser des dons au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. Mon nom est Linda McGuire, je suis la directrice ressources humaines. Depuis les tout débuts de l'usine, on a souhaité avoir un très grand nombre de femmes qui puissent œuvrer dans notre équipe. Si je regarde depuis les tout débuts, là, actuellement notre taux de femmes est de 17 on vise 25 d'ici 2030. L'implication de ces femmes-là est importante. Ça apporte, je dirais, un équilibre à l'intérieur de l'équipe. Tant au niveau des idées qu'elles apportent, au niveau de leur implication, au niveau de leur façon de faire ou encore leur façon de voir les choses. Elles apportent une dimension qui est vraiment importante au sein de chacune de nos équipes dans l'usine. En général, les secteurs d'opération, on a plusieurs femmes. Du côté de la maintenance, c'est un petit peu plus difficile d'en avoir. On souhaiterait avoir plus de candidates qui appliquent. Maintenant, au niveau de l'opération, c'est quand même très bien équilibré là, dans chacun des secteurs. Dans l'équipe de direction, on se trouve à être 9 personnes, dont le directeur de l'usine, si on comprend l'ensemble des directeurs et directeurs d'usine. Et parmi ce groupe, on est 3 femmes sur 9, donc on représente quand même 33 ce qui est bon. Et on espère éventuellement augmenter ce chiffre-là. Le fait qu'il y ait des femmes au sein du comité de direction, je pense que ça nous permet aussi d'avoir, comme je disais tantôt, des points de vue différents, d'avoir une façon de faire les choses ou de voir les choses qui est complémentaire aussi, qui fait en sorte qu'on va chercher le meilleur de tout le monde. C'est principalement ça. Quand je regarde l'ensemble de nos équipes, au niveau de l'opération, on a vraiment beaucoup de femmes. On en a aussi au niveau de l'ingénierie, plus qu'au départ de l'usine. Donc, je pense qu'avec les années, l'équilibre s'est installé. À la maintenance, on souhaiterait en avoir davantage, c'est bien certain. Au niveau mécanique électrique, c'est des domaines où, malheureusement, on a moins de candidates là, qui appliquent lorsqu'on a des ouvertures de poste. Mais globalement, c'est là où se situent davantage nos femmes, là, au niveau de l'opération principalement. Dès le départ, on souhaitait donner une chance égale aux hommes et aux femmes en emploi. Dans l'usine, on a un comité actuellement qui est formé de gens qui occupent différents postes et qui sont des femmes et des hommes à la fois. Et ces gens-là forment le comité qu'on appelle Diversité, Inclusion et Éthique. Et ce comité-là a toujours un plan d'action qu'ils mettent en place à chaque année. Il y a un groupe de femmes du secteur électrolyse qui a amené l'idée, tout simplement, en lien avec ce comité-là, de mettre en place cette journée-là spéciale pour elles. L'ensemble de toutes les conditions qu'on offre, elles sont exactement les mêmes. Peu importe le genre de la personne, peu importe si ce soit un homme, une femme, que ce soit conditions salariales, avantages sociaux, tous les services, activités qu'on offre à nos employés, c'est exactement la même chose pour tout le monde. Il n'y a aucune distinction qui est faite. La première fois que je suis rentrée ici, j'avais 15 ans. Fait que c'était un stage d'un jour, si on veut. J'étais venue à l'électrolyse ici à Deschambault. Puis j'ai vu un peu là, comment ça se passait ici. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur. Ensuite, j'ai rentré comme opératrice quand j'avais 18 ans. Fait que pendant 2 étés, j'ai travaillé à l'électrolyse sur les opérations. Je m'appelle Frédérique Trudel. Je suis chargée de procédés à l'électrolyse depuis 1 an. J'ai eu un premier contact avec l'usine assez jeune, fait que mes parents se sont rencontrés ici. Mon père travaille ici depuis que je suis née. Ensuite, je suis rentrée à l'université en génie industriel. J'ai fait mes stages ici à Deschambault aussi. Puis j'ai travaillé dans un autre domaine pendant 2 années après mes études. Finalement, là, ça va faire 1 an que je suis chargée de procédés à l'électrolyse. C'était un rêve pour moi de venir travailler ici. C'était mon objectif. Là, c'est accompli. Je travaille dans un milieu qui est majoritairement d'hommes. Je me suis toujours sentie respectée, inclue, puis écoutée. Fait qu'on fait partie de l'équipe. Ça amène beaucoup de diversité. C'est le fun. On apporte quelque chose de bien là, dans notre industrie, là, je pense. En ce moment, le Hall A est opéré 100% par des femmes, puis ça va très bien. On a notre place. Là.
Parlons maintenant de sport. Comme vous le savez, de nombreux jeunes de la région profitaient cette semaine de la relâche. Cependant, d'autres ont participé aux Jeux du Québec et plusieurs d'entre eux ont rayonné dans leur performance. Premièrement, Juliane Lonval de Sainte-Catherine et Mélodie Delisle de Pont-Rouge ont récolté une médaille d'or pour la trampoline synchronisée. Les deux athlètes ont également récolté des médailles de bronze dans la gymnastique et trampoline pour l'épreuve Omnium, tout comme Thomas Marcotte de Saint-Alban. Finalement, avec sa persévérance et son désir de se surpasser, Donovan Boutotte en haltérophilie dans la catégorie à l'arraché dans les moins de 81 kg, donc a remporté la médaille de bronze avec une superbe performance. Il faut dire qu'il a largement dépassé ses objectifs fixés avant les Jeux. Ces résultats couvrent uniquement, il faut dire, les performances du premier bloc des compétitions. Nous aurons les autres résultats pour vous la semaine prochaine. L'Office municipal de l'habitation Grand Portneuf travaille à la mise en place d'un nouveau service d'aide de recherche au logement, le SARL, dans Portneuf afin d'aider les citoyens qui n'ont pas d'habitation et qui ne sont pas logés. En effet, le SARL sera opéré par une personne ressource ayant accès au registre de l'organisme Loge-moi afin de connaître la majorité des possibilités pour les Portneuvois. Lynn Junot, la directrice générale de l'OMH-GP, nous expliquait cette semaine que le SARL est en période de test à l'heure actuelle et que l'employé étant mandaté pour s'occuper du dossier est Thierry Mathis, que l'on connaît pour son implication passée auprès de l'Association des personnes handicapées de Portneuf, la PHP. Différemment des logements subventionnés, ce service d'aide à la recherche de logement va jumeler les locataires potentiels avec les propriétaires potentiels. Par la suite, les deux parties vont devoir s'entendre. Autant les locataires que les propriétaires peuvent prendre la décision qui leur convienne le mieux. L'OMH-GP nous indique qu'une conférence de presse sera tenue lors du mois d'avril pour en apprendre plus concernant le service d'aide au logement, le SARL. Maintenant, une loi nuirait aux femmes engagées dans la politique municipale au Québec, selon le réseau Femmes et politique municipale de la capitale nationale. C'est pour l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes que le réseau a demandé aux instances municipales et gouvernementales d'améliorer la conciliation travail-famille afin de favoriser la présence des femmes en politique. Ce serait l'article 317 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui ne permettrait pas aux élus de s'absenter plus de 18 semaines pour un congé parental. Pour répondre au problème, le réseau propose de regarder et de s'inspirer de la solution qui est faite à Montréal, où les élus sont appuyés et remplacés après l'arrivée d'un enfant. Ces remplaçants ne peuvent pas aller au conseil municipal ni voter, mais peuvent participer aux réunions de la municipalité avec les organismes communautaires, tout comme répondre aux questions des citoyens et même participer à des activités publiques. Selon sa forme actuelle, cet article de la loi porterait et même freinerait les femmes dans leur participation sur la scène politique. Après la pause, on parle d'une visite d'un parc industriel. En fait, c'est plutôt une rencontre qui a été faite pour tous ceux et celles qui sont intéressés à la biomasse dans ces marques des carrières. Restez des nôtres. Incontournable, indispensable, inestimable. La formation professionnelle, ça vaut de l'or. Un gin aux accents du Sud distillé sur la Côte-Nord. C'est donc bien exotique. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement distillés et préparés au Québec. SAQ, le goût de partager. Travaillerais-tu plus pour elle? Ou pour elle? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance. Et découvre un métier qui fait grandir.
L'intérêt pour la biomasse avance à Saint-Marc-des-Carrières alors qu'un dîner a eu lieu ce matin à Saint-Marc. Pour en parler, Aubert et Anne-Sophie étaient sur place. La rencontre avait lieu au restaurant Chavigny à Deschambault. C'est Jean-Pierre Naud qui l'a initié. Jean-Pierre Naud est le président de la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf. En fait, le but de la rencontre, c'est une demande de Québec International qui veulent explorer l'écosystème, en fait, des parcs industriels sur notre territoire. Ils ont souvent des demandes d'entreprises qui sont à l'international ou d'entreprises qui veulent s'installer, puis ils ont besoin de mieux connaître notre offre au niveau des parcs industriels. Québec International est une entreprise de services vouée au développement économique de la grande région de Québec et aux alentours, notamment dans Portneuf. On a un portefeuille de 250 entreprises établies sur le territoire de la Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale. Donc, c'est déjà un beau bassin. Mais avec les autres lignes d'affaires, on dessert à peu près là, pas loin de 500 à 600 entreprises par année. Mais l'autre but de la rencontre était de jeter les bases d'éventuels partenariats pour développer la biomasse. Parce que Jean-Pierre Naud est aussi le directeur du Centre provincial d'expertise en énergie biomasse à Saint-Marc-des-Carrières. Autour de la table, en plus des représentants de Québec International, il y avait aussi des gens très intéressés par la biomasse. Notamment Topi Tulki, finlandais d'origine, représentant d'une entreprise qui fabrique des chaudières à biomasse. Il est venu de Saint-Hyacinthe pour cette rencontre. Ça avait commencé par un coup de fil avec Jean-Pierre où il m'avait posé énormément de questions techniques. Et pour la première fois, j'avais trouvé quelqu'un au Québec qui avait l'air de s'y connaître dans les chaudières biomasse. Je suis technicien en environnement et m'intéresse à la biomasse et je viens donner un coup de main au projet. Bénévole, puis un gars très attaché à l'Université Laval, à la Faculté des sciences d'administration. OK. Puis vous êtes bénévole là-dedans parce que vous y croyez à ce projet-là. Là. Aussi. Ah ben oui. Je viens ce midi principalement parce qu'on a développé la fournaise à l'eau chaude au biomasse pour chauffer l'usine chez nous, chez Prométal. Chauffer le glycol aussi pour les planchers chauffants. Nous, on fait de la revalorisation avec les bois. On a fait l'acquisition d'un broyeur, puis on veut travailler le projet de filière de biomasse. De toute évidence, Jean-Pierre Naud a réussi à mettre ensemble des gens qui, tout en venant d'horizons bien différents, partagent un même objectif, faire progresser la filière biomasse. Leur rencontre aura probablement des suites. Éventuellement, je pense qu'on s'est découvert, on va faire des affaires ensemble beaucoup. Tu vas revenir nous en parler à CJSR. Oui, éventuellement, oui, c'est ça, exactement. Aubert Tremblay pour CJSR. Les séries éliminatoires ont bien débuté dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec, alors que le Métal Perrault de Donnacona a récolté 2 victoires en autant de matchs ce week-end contre les Loups de la Tuque. En effet, lors du match de vendredi 3 mars, bien que les Loups de la Tuque aient ouvert la marque avec un but de Jonathan Bellemare, la réplique fut rapide pour le Métal Perrault, alors que Maxime Laplante a fait un but. Ensuite, Benjamin Saint-Onge, Alexandre Roy et Jason Imbeau vont marquer également pour le Métal Perrault, remportant ainsi cette première rencontre par la marque de 4-1. Pour le match de samedi 4 mars, le Métal Perrault s'est sauvé avec la victoire en prolongation après avoir vu l'équipe de la Tuque rattraper un retard de 2 buts. En effet, en début de troisième période, c'était le Métal Perrault qui menait par la marque de 2-0. Cependant, les Loups de la Tuque ont remonté le retard en marquant 3 buts et avec 47 secondes à faire à la troisième période, c'est Michael Bédard qui a joué les héros pour le Métal Perrault de Donnacona. Il a donc égalisé le pointage 3-3. En prolongation, c'est Dominique Cormier qui a lui aussi joué les héros en permettant à son équipe de terminer la fin de semaine avec 2 victoires. Pour le prochain match, c'est bientôt, c'est demain vendredi à 20h30 à l'Arena de Donnacona. C'est ce week-end que nous perdrons 1 heure de sommeil pour le changement d'heure, alors que le printemps approche tranquillement. Il faudra donc avancer l'heure dans la nuit du 11 au 12 mars. De ce fait, à 2 heures du matin, cette journée-là, il sera déjà 3 heures du matin.
L'an prochain, la ville de Saint-Léonard de Portneuf va organiser ses célébrations pour souligner ses 125 ans d'existence. Dimanche soir dernier se tenait le premier événement pour financer ces célébrations organisées par le comité Saint-Léonard festif. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a remis un montant de 2000 $ pour financer ses futures activités. La photo que vous voyez était sur la page Facebook du député de Portneuf. Comme vous le savez maintenant, on parle élections partielles parce que celles-ci sont en cours dans la municipalité de Cap-Santé, alors que 2 postes de conseillers sont à combler. Après le départ des conseillers Martin Jacobs et Josiane Trottier, c'est Daniel Normand et Sylvain Bourgeois qui vont se présenter au district 1, tandis que ce sera Alissa Germain-Cameron, Marc Vézina ainsi que Henry Jensen qui vont se présenter pour le district 2. Pour le vote par anticipation qui s'est tenu ce dimanche 5 mars dernier, c'est pour le district 1, 61 électeurs sur un potentiel de 403 qui sont venus voter. Et pour le district 2, c'est 125 électeurs, comme vous le voyez à l'écran, sur un potentiel de 520 qui sont venus voter. Ces informations viennent de la directrice générale de Cap-Santé, qui est également la présidente d'élection. La période de scrutin officiel sera donc ce dimanche 12 mars et les résultats vont être diffusés la soirée même. Et toujours à Cap-Santé, la ville est à la recherche d'un ou d'une technicienne en loisirs. Le poste est affiché à 35 heures par semaine et la personne l'acceptant va avoir comme supérieur immédiat la directrice générale, Mme Serrois. Le technicien en loisirs gère la programmation générale des activités, le camp de jour estival, mais aussi les subventions, tout comme les comités bénévoles. Dans Portneuf, comme partout au Québec, le métier de sage-femme est méconnu. En effet, ces professionnels de la santé accompagnent les femmes dans leur grossesse en créant des liens réels de confiance. Je me suis entretenu avec Sylvie Saunier cette semaine, qui est une sage-femme qui œuvre dans la région. Voici cette entrevue. Madame Saunier, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. On parle aujourd'hui de sage-femme. Vous œuvrez justement à la capitale nationale, également dans la région de Portneuf. Le métier de sage-femme, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la sage-femme est une professionnelle de la santé de première ligne. Les services de sage-femme sont gratuits. On fait vraiment partie du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et chaque sage-femme, en fait, signe un contrat avec un CIS ou un CIUS. Donc, les sages-femmes de la maison de naissance de la capitale nationale, on a tout un contrat avec le CIUS de la capitale nationale. On est 22 sages-femmes actives à la maison de naissance, dont 4 qui sont originaires de Portneuf. Donc, on offre également des services pendant la grossesse pour les femmes enceintes qui sont suivies dans l'équipe de sages-femmes au CLSC de Donnacona pour faciliter en fait les déplacements pour ces femmes-là. Mais au moment de l'accouchement, en fait, ces femmes-là viennent soit accoucher à la maison de naissance, soit accoucher à domicile. Donc, une sage-femme, ça prend en charge les femmes qui sont enceintes pendant le processus, ce n'est pas seulement l'accouchement. Non, c'est ça, exactement. Lorsqu'on a un suivi sage-femme, la cliente va rencontrer sa sage-femme aux alentours de la 8e semaine. Et après ça, donc, la sage-femme va faire tout le suivi prénatal. Elle va être là à l'accouchement et elle va également faire le suivi postnatal pour la mère et le bébé jusqu'à 6 semaines postnatales, donc après l'accouchement. Donc, vous suivez ces femmes-là. Et parlez-nous un peu pour les femmes, est-ce que c'est elles qui choisissent de venir vers vous, là, vers les sages-femmes? Exactement. En fait, à chaque semaine, on offre des séances d'information en présence à la maison de naissance et certaines aussi en Teams pour permettre au grand public de connaître les services sages-femmes. Donc, souvent, ce sont des couples, des femmes enceintes qui viennent pour ces séances d'information-là. Et suite à ces séances d'information-là, généralement, beaucoup d'entre elles vont souhaiter avoir un suivi sage-femme. Donc, elles vont s'inscrire à la maison de naissance. Et dans les 2 semaines suite à l'inscription, on va les rappeler pour les aviser si oui ou non on a la capacité de les accueillir au sein de la maison de naissance. Pourquoi les femmes choisiraient justement votre service? Quelle est la différence là, avec, par exemple, avec l'hôpital?
Alors, la différence entre un suivi sage-femme et un suivi avec un médecin à l'hôpital, en fait, est à plusieurs niveaux. Premièrement, en fait, quand on commence un suivi avec une sage-femme, on va voir régulièrement la cliente à chaque 4 semaines jusqu'à 28 semaines, à chaque 2 semaines jusqu'à 34 et de 34 à l'accouchement, on va les voir à chaque semaine. Chacune des rencontres prénatales avec la sage-femme dure aux environs de 50 minutes. Donc, 50 minutes, on a vraiment le temps de parler de différents sujets, d'échanger avec la cliente, de faire tous les paramètres cliniques aussi pendant ces 50 minutes-là. J'entends par paramètres cliniques, on écoute le cœur fœtal du bébé, on prend la mesure de l'utérus, on prend la tension de la mère. Donc, chaque rencontre est vraiment des rencontres où on va échanger avec la clientèle. Donc, à la fin du suivi, quand l'accouchement est proche, la sage-femme et la cliente se connaissent très, très bien. Donc, il y a vraiment un lien de confiance qui s'installe et un respect aussi de tout le processus physiologique de la grossesse et de l'accouchement. Donc, ça, c'est un des avantages. Et les femmes peuvent également, quand elles sont suivies par une sage-femme, elles ont le choix de 3 lieux de naissance. Donc, elles pourraient choisir d'accoucher à la maison de naissance avec leur sage-femme, à l'hôpital avec leur sage-femme. À ce moment-là, le jour de l'accouchement, la sage-femme loue une salle à l'hôpital et donc procède à l'accouchement sans intervention de médecin ou des infirmières, ou la femme pourrait également choisir d'accoucher à domicile avec sa sage-femme. Donc ça, c'est un autre avantage des 3 lieux de naissance. Donc, ce que je comprends, c'est vraiment un service plus personnalisé, comme vous le dites. Pour devenir sage-femme, vous faites ça depuis 12-13 ans, donc vous me disiez avant l'entrevue, qu'est-ce qui doit être fait là, pour devenir une sage-femme? Alors, pour devenir sage-femme, c'est un processus qui est long, qui dure 4 ans et demi. Donc, c'est un baccalauréat en pratique sage-femme qui se donne actuellement seulement à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, 4 ans et demi où, comme étudiante sage-femme, on apprend en fait toute la physiologie de l'accouchement, de la grossesse, et on apprend également toutes les pathologies pour être capable de les détecter ensuite en grossesse. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour être sage-femme, en fait, il faut faire partie d'un ordre professionnel. Donc, on a un ordre professionnel des sages-femmes du Québec. Donc, chaque sage-femme au Québec doit faire partie de l'ordre professionnel, donc est inscrite au tableau de l'ordre. Et notre ordre professionnel, en fait, s'occupe, assure la sécurité du public et s'assure aussi des compétences mises à jour des sages-femmes de façon régulière. Et parlez-nous un peu du soutien que le gouvernement peut vous apporter, parce qu'en région, évidemment, comme vous l'avez dit, nous, vous êtes basé à Limoilou et c'est des gens qui couvrent la région de Portneuf, mais est-ce que c'est un soutien qui pourrait être amélioré? C'est sûr que nous, actuellement, à la maison de naissance de la capitale nationale, on a vraiment des listes d'attente à chaque mois. On n'est pas capable de répondre aux besoins, en fait, de la clientèle, tant de Québec que de Portneuf. Actuellement, en fait, je vous dirais qu'on refuse 40% des femmes qui souhaitent s'inscrire à la maison de naissance. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est énorme. C'est beaucoup de femmes qu'on doit référer à des médecins parce qu'on n'a pas la capacité de les accueillir. Donc, c'est sûr que le gouvernement, ça fait des années que les femmes, en fait, réclament une 2e maison de naissance dans la région de la capitale nationale. Mais pour l'instant, ça ne fait pas partie, en fait, des plans gouvernementaux, de toute évidence. Donc, dans la capitale nationale, il y a vraiment juste votre maison de naissance. Il n'y en a pas d'autres, comme quand on regarde à Montréal, il y en a plusieurs. Vous êtes une vingtaine pour couvrir tout ce territoire-là. En fait, oui, exactement. La maison de naissance de la capitale nationale est la seule qui se trouve à Québec et on couvre la région de 03, en fait, de Charlevoix. Oui. Jusqu'à ici, Portneuf. Donc, cette maison de naissance, en fait, on a environ 400 accouchements par année, puis on a atteint vraiment notre maximal. On ne peut pas faire plus que 400 accouchements par année. On a 4 chambres de naissance à la maison de naissance. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment à pleine capacité et, comme je vous dis, on refuse 40% de la clientèle. Madame Saunier, en décembre 2022, il y a eu une nouvelle entente du gouvernement avec les sages-femmes. C'était quoi cette entente-là exactement? En fait, c'est une entente qui a été signée après 2 ans et demi d'une ancienne entente qui était échue pour, en fait, soutenir le développement de la pratique sage-femme et retenir déjà les sages-femmes actives et encourager, en fait,
d'attirer en fait les nouvelles sages-femmes. Donc, avec cette nouvelle entente, les sages-femmes, on a dorénavant droit à des primes lorsqu'on travaille soit le soir, soit la nuit, soit la fin de semaine, et également des primes pour des périodes de garde par trimestre, en fait. Ça, c'est vraiment nouveau. On n'avait pas ça, donc on pouvait travailler la nuit, le jour ou la fin de semaine sans avoir une différence dans notre salaire. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Parce que votre profession est partie intégrante du système de la santé, mais avant cette entente-là, ces choses-là qui sont déjà offertes aux infirmières, vous ne l'aviez pas? Non, exactement. On ne l'avait pas, mais maintenant, on l'a. Ouais. Et parlez-nous un peu de la perception avec les autres du personnel de la santé. Est-ce qu'il y a un respect? Comment ça va là, avec la perception de votre métier avec les autres professionnels de la santé? Bien, ça peut être très variable d'une région à l'autre. Hein. Dans la province de Québec, il y a 19 maisons de naissance. Donc, chaque maison de naissance a des protocoles d'entente avec des centres hospitaliers de sa région. Nous, ici à Québec, on a un protocole d'entente avec l'hôpital Saint-François d'Assise et avec le CHUL lorsqu'il s'agit d'un transfert de nouveau-nés. Donc, je pourrais dire que les médecins de Saint-François d'Assise commencent à bien nous connaître puisque la maison de naissance de la capitale nationale existe depuis 2008. Mais parfois, les regards peuvent être avec un certain jugement à l'égard de la sage-femme qui n'est pas toujours perçue comme étant une professionnelle autonome du système de santé. Donc ça, c'est encore un problème. En fait, la perception de votre métier n'est pas encore là, au même niveau que les autres métiers du système de la santé. Pour certains professionnels de la santé, non. Pour d'autres, oui. On sent qu'on est bien intégré dans le système de santé, mais ce n'est pas encore une chose évidente tous les jours. Parce que vous avez une formation, et d'ailleurs, en parlant de cette formation-là, s'il arrive des imprévus, il arrive des complications dans l'accouchement, vous êtes formé pour ça, là. Tout à fait, tout à fait. Toutes les sages-femmes qui pratiquent au Québec sont formées en urgence obstétricale et doivent se recertifier à tous les 3 ans pour les urgences obstétricales. Et toutes les sages-femmes sont également formées en réanimation néonatale avancée et on doit se recertifier à chaque 2 ans. Donc oui, en cas d'urgence, que ce soit un accouchement à domicile, que ce soit un accouchement à maison de naissance ou à l'hôpital avec sage-femme, s'il arrive une urgence pour la mère ou pour le bébé, toutes les sages-femmes sont formées pour réagir de façon adéquate et sécuritaire. Madame Saunier, parlez-nous un peu de la relève en 2023. Qui sont les personnes typiques qui peuvent pratiquer votre métier? Quelles sont les qualités qu'on recherche chez une sage-femme? Bien, il y a différentes qualités, l'écoute, l'empathie, le respect du processus de la grossesse et de l'accouchement, puisque ça fait partie de notre philosophie sage-femme que de respecter le processus. Ça prend un savoir-faire et un savoir-être aussi. Puis actuellement, en fait, le programme de formation des sages-femmes au Québec, donc à l'Université de Québec à Trois-Rivières, est un programme qui est très contingenté. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent au programme, mais peu sont acceptées dans le programme. Je pense que chaque année, il y a entre 20 et 25 personnes qui sont acceptées pour le processus des 4 ans et demi. Donc, la relève, ben, elle est au compte-gouttes. Puis, en plus, c'est une profession qui est quand même très exigeante parce que quand on est de garde 24 heures sur 24. Comme là, moi, je suis de garde jusqu'à lundi matin 9 h. Donc, de mercredi matin à lundi matin, je suis de garde pendant 24 heures juste pendant ces 5 jours-là. Donc, ça demande vraiment un engagement aussi personnel et familial. Pour les sages-femmes qui ont des enfants, bien, ça prend vraiment du soutien à la maison parce que quand la sage-femme est en accouchement, bien, elle n'est pas chez elle auprès de sa famille. Vous pouvez avoir des appels n'importe quand pendant la nuit et là, vous vous déplacez là, à l'endroit où la femme avait choisi là, au préalable où elle va accoucher. Exactement. Fait qu'on est appelé en tout temps, majoritairement la nuit. Effectivement, les accouchements se passent plus souvent la nuit. Donc oui, on va se rendre à l'endroit où la cliente avait choisi d'accoucher. Et en terminant, j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'il y a des hommes qui pratiquent votre profession? Parce qu'évidemment, le mot dit sage-femme, mais est-ce qu'il y a des hommes, des exceptions à la règle parfois? Ou... En fait, le terme sage-femme, le mot femme dans sage-femme ne fait pas référence à la personne qui accompagne, mais à la personne qui accouche, donc généralement la femme. Donc la sage-femme est celle qui accompagne la personne qui accouche. Donc oui, actuellement au Québec, de mémoire, il y a au moins un homme sage-femme et 2 ou 3 qui sont encore étudiants, donc qui n'ont pas encore gradué.
Sylvie Saunier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de cette profession-là, également de ce que vous faites dans Portneuf. Là. On sait qu'il y en a 4 qui œuvrent dans notre région. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. La table de concertation agroalimentaire de Portneuf va présenter son bilan de l'année 2022 lors de sa prochaine Assemblée générale annuelle qui va se tenir le lundi 3 mars à 19h30 à la salle Saint-Laurent de la MRC de Portneuf, donc au 185 route 138 à Cap-Santé. L'organisme invite la population et également plus particulièrement les acteurs du secteur agroalimentaire portneuvois à venir y assister. À l'ordre du jour, on retrouve notamment la présentation des états financiers du rapport d'activité 2022 et l'élection des représentants au conseil d'administration et divers sujets relatifs à Portneuf, culture de saveur. Après l'Assemblée générale annuelle, les gens vont pouvoir rester pour discuter et réseauter autour de petites bouchées. 3 025 $ ont été remis au service, au service de rang de la capitale nationale et de la Côte-Nord par l'Association de la relève agricole qui couvre ces régions, donc ça couvre également Portneuf. En effet, le 18 février dernier, la relève a organisé un encan de produits régionaux et d'abonnements à des paniers de légumes pour récolter des dons auprès des participants. L'association croit qu'en cette période plus difficile, il est très important pour les jeunes agriculteurs de montrer leur soutien envers la mission d'un organisme qui vient en aide à ceux qui éprouvent des difficultés. De plus, il faut dire un peu plus récemment, soit du 2 au 4 mars dernier, la Fédération de la relève agricole a tenu son congrès annuel et cette fois-ci, c'était dans la région du Bas-Saint-Laurent. Lors de la soirée du 3 mars dernier, plus de 1600 visiteurs se sont déplacés au centre plein air d'Ansereau pour assister au conte La Précieuse Étoile. Cette foule record dépasse la marque atteinte en 2022 où 1200 visiteurs avaient assisté à l'événement. On parle de près de 400 personnes de plus qui se sont déplacées à Pont-Rouge la fin de semaine passée. Selon la ville de Pont-Rouge, les visiteurs ont sans aucun doute été conquis par la féerie du parcours qui comprenait cette année des structures géantes illuminées et la naissance d'un nouveau personnage, soit Mémé Dansereau, à la recherche de la petite étoile perdue. La 5e édition de Dansereau en lumière est déjà prévue pour l'année prochaine dans la ville de Pont-Rouge. La semaine dernière, on vous parlait du film québécois Le Plongeur, alors que l'équipe derrière le film s'était présentée au cinéma Alouette de Saint-Raymond. Vous apercevez d'ailleurs là, Stéphane Larue et M. Francis Leclerc à l'écran en ce moment, qui étaient là pour nous parler de ce film-là lors de la projection spéciale. Après 12 jours de parution en salle, le film québécois cumule plus de 500 000 $ de recettes au box-office. Les critiques pour le film sont unanime et d'ailleurs positive selon la compagnie Imina Film. Les jeunes qui se déplacent en grand nombre pour voir le film, toujours selon la compagnie, ce qui est une excellente nouvelle pour la cinématographie du Québec. Cette semaine, on parle maintenant d'histoire de Portneuf avec la chronique gravée dans notre mémoire. Évidemment, c'est plusieurs sujets qui seront traités par Stéphane Lépine, notamment la vélopiste Jacques-Cartier de Portneuf, les séances spéciales de la MRC de Portneuf, mais aussi la première opération où la ville de Saint-Raymond a brisé le couvert de glace sur la rivière Sainte-Anne. Voici la chronique gravée dans notre mémoire. Le 9 mars, encore une fois, des belles activités. Ça nous permet aussi de parler des projets puis de faire le lien, comme on disait, avec ce qui se passe aujourd'hui. 11 mars 1997, c'était l'annonce officielle, finalement, de la réalisation de la piste multifonctionnelle qui est aujourd'hui la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf. Vous savez que ça, là, ça a été vraiment une aventure, hein, parce je pense en 92 que les rails ont été démembrés, alors qu'on a enlevé les rails et que là, il n'y avait plus rien comme
le passage du train, parce que c'était un train qui était là. Et dans le fond, de 92 à 98, ça a été tout le processus pour bâtir le projet de la piste multifonctionnelle, avant qui était, aujourd'hui qui est la Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, c'était une grosse aventure et j'aimerais souligner ici Christian Lemelin, hein, c'était le bâtisseur à l'époque. Aujourd'hui, il est retraité, il est à Québec, il n'est plus dans le projet, mais à l'époque, ça a été la personne importante. Et aussi Alexandra Goyer, qui était là très longtemps comme coordonnatrice, comme directrice générale de la Vélopiste. Alors aujourd'hui, c'est... Marie-Christine Moras maintenant. Oui, c'est ça. Il y a du nouveau monde maintenant. Là, mais effectivement, c'est les deux bâtisseurs à l'époque là, qui ont fait qu'il y a une belle Vélopiste qui se promène de Rivière-à-Pierre, bien sûr, jusqu'à la Jacques-Cartier, la MRC de la Jacques-Cartier. 15 mars, décision de la MRC de faire des séances itinérantes, c'est assez spécial. On voulait un petit peu... il y avait des travaux qui étaient dans la bâtisse de la MRC et on a décidé, à chaque mois, on change de place. Alors, c'était assez spécial. Alors, ça aussi, j'ai vécu ça. C'est qu'il y a eu des séances qui ont eu lieu à Saint-Ramon, à Donnacana, je me souviens à Saint-Gilbert. Donc, on s'est promené partout pendant à peu près 7-8 mois. À chaque séance, en même temps, ça permettait de connaître chacun des milieux et puis de faire la visite, dans le fond. Alors, ça aussi, ça a été une belle initiative, je voulais le souligner. Et la dernière est quand même super importante, tu vas comprendre. En 2002 et en 2003, il y a eu des inondations majeures à Saint-Raymond et c'est là que ça a commencé la réflexion. Hein. On sait aujourd'hui toutes les initiatives qui ont été faites. Il y a eu quand même beaucoup d'inondations au fil des ans. La plus grosse en 1932, si ma mémoire est bonne, là, mais il y en a eu quasiment tous les 10 ans. Et là, les citoyens étaient comme un petit peu tannés, la ville aussi. Et là, ce qu'on a fait, on a commencé des initiatives. Et le 16 mars 2004, c'était la première fois qu'on brisait le couvert de glace de la rivière. Alors, avant, on hésitait parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que ça allait faire comme impact. Mais c'est la première fois qu'on est embarqué avec une grue et qu'on a enlevé les glaces. Alors, et ça a été très bon parce qu'effectivement, ça a sauvé les inondations cette année-là. Et je pense qu'on le fait pratiquement maintenant à chaque année. Alors, avant, il y avait comme une conception qui disait si on brise la glace, ça va geler, ça ne donnera rien, on dépense d'argent pour rien. Mais là, je pense que la ville était un petit peu tannée à l'époque. Et aussi, ce qui est le fun, c'est qu'à cette époque-là, on a commencé à impliquer les gens de l'Université Laval, les chercheurs aussi. Oui. Et ça a beaucoup amené des solutions intéressantes, peut-être pas tout le temps coûteuses, mais qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'inondations et qu'on est pas mal mieux préparé pour dans le fond, pour aider à contrer tout ça. Là. Et au Québec, pour les inondations des rivières, ça remonte quand même dans les modèles là, de municipalité pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec une rivière qui déborde souvent. C'est ça qui est spécial. Maintenant, il y a eu un réseau qui a été lancé là, qui permet d'échanger l'information à partir des initiatives de la Beauce, de Saint-Raymond et de bien d'autres endroits. Donc là, on peut se préparer quand il y a d'autres milieux qui ont des problèmes justement d'inondation et on a les bonnes solutions à appliquer parce que ça reste de la nature. Là. Petite nouvelle en terminant votre bulletin d'information. Vous le savez qu'il y avait un litige avec l'ex-maire de Saint-Léonard de Portneuf, Denis Langlois, et la municipalité. Il y a eu une audience récemment, soit le 28 février dernier. Cette audience se serait bien passée, là, selon Serge Allaire, qui est le directeur général de la municipalité. Il n'y a aucune date qui ne serait envisagée en ce moment pour la tombée du verdict, même si le juge a promis qu'il allait se prononcer rapidement, toujours selon M. Allaire. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information en ce 9 mars 2023. Merci à nos invités, mais aussi à notre équipe, soit Charles, Suzy, Luc, Tony, Carole, Aubert, Anne-Sophie et Jérôme. N'oubliez pas le changement de l'heure pour ce week-end. On se laisse maintenant avec des images de la semaine de relâche qui ont été prises par Aubert Tremblay à Pont-Rouge. C'était Danick Julien pour CJSR. Bonne soirée.